Bonsoir. 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 Bien, alors pour certains, vous avez déjà eu la chance de nous rencontrer lors de nos extravagantes déambulations. Pour les autres, c'est une première. Bienvenue. Oui, c'est vrai. Nous sommes un petit peu comme de la mauvaise herbe. On nous enlève le pied à un endroit, il repousse dans un autre. Eh bien, c'est un peu ça le problème. On se sent chez nous partout. Attendez, je crois. Bon, alors vous êtes venus pour Georges ou pour nous? Pour Georges. Georges et nous aussi. Parce que si vous êtes venu pour Georges, il va falloir prendre de la hauteur. Et vous? Oui. J'arrive tout de suite. J'arrive. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir à tous. Je ne vais pas saluer tout le monde, on n'a pas le temps. Je vous propose de venir vous installer, je vais vous donner les consignes. Approchez, venez voir. Alors, vous allez vous placer dans les escaliers, d'accord? Et chacun sur une marche, les deux pieds bien dissociés, le pied droit sur une marche, le pied gauche sur une autre marche. D'accord? Venez voir, je vais vous montrer. Alors évidemment, il n'y a pas assez de marches pour tout le monde, mais bon, les marches sont suffisamment larges pour que vous puissiez vous placer en deux colonnes. Hein, ça ne posera pas de problème. Voilà, allez-y. Montez, cher ami, bonsoir. Oh, vous êtes là aussi, c'est formidable. Bonsoir, madame, bonsoir. Quelle joie, quel plaisir de vous voir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Allez-y, approchez. Bonsoir, mon fille. Il y a même des enfants, c'est fantastique. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Alors, il reste-t-il assez de place pour tout le monde? Alors, ça avancez. Celui-là. Ah, c'est pas grave. Si on approche la colonne et puis, voilà, venez, hein, soyez pas timide. Voilà, le monsieur avec son appareil photo aussi, il peut approcher, c'est pas grave. Plus vous serez près de moi, plus les photos seront de qualité. Voilà, vous serez au cœur du sujet. Venez. Ici, on n'est pas n'importe. Bien. Jeu de la tour. Il y a un certain nombre de fondamentaux que nous devons vous raconter. Nous devons préparer votre sensibilité, l'aiguiser. C'est comme un barbecue sans charbon de bois, ça ne prend pas. D'accord? Ou un baba sans rhum, c'est inconcevable, monsieur. Nous allons vous mettre en condition. Venceslas, est-ce que vous êtes prêt? Évidemment, cher ami, je suis prêt. Le contexte, mon ami, le contexte. Oui, donc je redémarre à Vercingétorix. Non. D'accord, c'est pas... Le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, voyez-vous, c'est celui de l'avènement de la France sur la scène européenne. C'est celui de l'apogée de la monarchie absolue. Alors, mais oui, qu'est-ce que la monarchie absolue? Donnons-en une définition, somme toute très simple. La monarchie absolue, c'est un régime politique dans lequel les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne, voyez-vous. Et à l'aube du XVIIe siècle, la France sort épuisée, éreintée, fatiguée, anéantie du siècle précédent qui a vu s'affronter les hommes lors de cinglantes guerres de religion. Oui, parce qu'il faut bien imaginer, bon, Luther, avec la contre-réforme du protestantisme, les catholiques... Stop. Vous allez beaucoup trop vite, Venceslas. Vous me demandez le compte. Oh, reprenons élément après élément. En 1517, a lieu un véritable tremblement de terre dans l'Europe catholique. Un homme qui s'appelle Luther va jeter une bombe. Alors, une fausse bombe, on est d'accord? J'aurais besoin de Luther. Luther? Luther. Ah, le voilà Luther. Venez, hein. Luther. Bon, écoutez, bon. Luther. Non, bon, moi, ce qui me gêne profondément, c'est que, bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, les catholiques? Bon, alors, les catholiques, bon, depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, on a essayé d'organiser la chrétienté, et puis bon, alors là, bon, qu'est-ce qu'il nous fait, le pape, là? Il vit dans la luxure, et puis il pratique les indulgences, donc ça ne va pas. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est les indulgences? Eh bien, écoutez, les indulgences, c'est très simple. Moi, je vais être indulgent avec vous, je vais vous comprendre, je vais faire l'effort. Non, mais n'importe quoi. Les indulgences, c'est le fait de pouvoir acheter son salut et sa place au paradis. On donne de l'argent.
ce qui efface les péchés. Et on est sûr d'arriver le premier au jardin d'Éden. Voilà, et moi je condamne cela parce que bon, c'est Dieu qui décide, hein, d'accord? C'est pas les hommes qui vont décider de qui va au paradis et qui n'y va pas. Donc voilà, c'est Dieu qui décide, et donc moi je propose une grande réforme qu'on appellera le protestantisme. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon. Alors, face à Luther, les catholiques vont s'organiser. Je vous laisse un peu imaginer le bordel. Il me faudrait le pape, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il me veut sur Luther? Qu'est-ce qu'il me fait là, Luther? Bon, on était tranquille depuis je ne sais combien de siècles, et puis là il faut tout revoir. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se réunir à Trente. Mais non, pas à Trente catholiques, la ville de Trente en Italie. Et puis on va faire une grande réunion qu'on va appeler un concile, le concile de Trente. Bon, et puis qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, puisque Luther il est en train de réformer la chrétienté, nous on va faire une contre-réforme, et ça sera la contre-réforme catholique. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. La contre-réforme catholique donne naissance au mouvement baroque. L'art baroque est le langage des catholiques, inventé par la contre-réforme, qui réaffirme le rôle des images comme la Bible des pauvres. Le mot baroque vient du portugais barroco ou de l'espagnol barrueco, qui désigne une perle irrégulière. L'art doit être abordable et s'adresser à tout le monde. L'art doit être abordable, s'adresser à tout le monde. Plutôt qu'à la raison. Les saints et les anges ne sont plus au ciel. Les saints et les anges ne sont plus au ciel. Dans la peinture baroque, le sentiment doit être extériorisé et les Sentiment extériorisé, émotion palpable. C'est ça le siècle de Georges. Regardez cette Madeleine. Est-ce que tout le monde voit Madeleine? La plus grande des saintes chrétiennes, après Marie, la mère de l'enfant. Marie-Madeleine n'est pas un personnage historique, mais une figure composite, créée par l'Église, qui condense 3 femmes, dont la prostituée repentie, qui a beaucoup trop abusé des plaisirs de la chair, n'est-ce pas, Wenceslas, petit fricot? Tout de suite, c'est toujours Sauf que maintenant, elle regrette, et puis elle regrette, elle pleure. Ah oui, c'est pas parce qu'on a vu l'eau qu'il faut pleurer, il fallait réfléchir avant. Marie-Madeleine va donc se reprendre et choisir une vie faite de vertu et non de vice. Alors évidemment, Marie-Madeleine est très à la mode au XVIIe siècle. C'est un exemple. Plus encore, c'est un modèle. Elle passe d'une vie de débauché à une vie entièrement consacrée à Dieu. Regardez, petites larmes qui coulent le long de son visage. Regardez avec quelle humanité et quelle vérité elle a été représentée. Elle est richement vêtue. Elle porte de nombreux bijoux. Et ses cheveux longs glissent le long de son opulente poitrine. Oui. Il pensait même pas avec Ses bras sont croisés. Ils délimitent une barrière autour de ce qui a péché. Oui. Désormais, le ventre et le torse sont inaccessibles. C'est terminé. Son regard semble figé. Et il n'est pas pour nous. Oui, de toute façon, Wenceslas, vous n'auriez eu aucune chance. Oui. Et là, que voit-on? Un crâne. Un crâne face à quoi? Voilà, je sais pas. Face à un miroir. Souviens-toi que tu vas mourir. Memento mori. C'est une vanité. Nous allons y revenir. Venez. Alors, je touche, je casse, je paye. Pas de toile. Attendez, tout le monde n'est pas là. Lucienne, j'ai un problème. Oui, quel est votre problème, monsieur? Bah écoutez, le crâne, je vois, il n'y a pas de problème. Alors le miroir, bon, éventuellement, mais... Le miroir, c'était sur la Madeleine. Ah d'accord. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un crâne aussi, là. Mais oui, c'est une nature morte. Et plus précisément, une vanité. La vanité est un genre de la nature morte. Alors je vois qu'il faut que je fasse un petit rappel. 5 genres en peinture. Du plus important au moins important. Le plus important, la peinture d'histoire, avec pour sujet la mythologie, la religion, l'histoire. Deuxième
genre, le portrait. Nous n'en voit pas. Troisième genre, et soyez très attentifs, nous en reparlerons, la scène de genre, scène de vie quotidienne. Quatrième genre, le paysage. Cinquième genre, la nature morte, et plus précisément une vanité. Excellent. Une vanité. Alors, à quoi sert la vanité? Eh bien, à rappeler à l'homme sa condition fugace, bref. Nous allons tous mourir. Le plus tard possible pour moi, Lucienne. Oui, mais excusez-moi, il faut que je... Mais non, mais vous voulez dire que tout ça, c'est censé me rappeler la brièveté de mon existence? Oui. Donc la mèche incandescente, le sablier, le temps qui passe, le missel, qu'est-ce que c'est que tout ça là? Des notes de musique, une partition, qu'est-ce que c'est? Le plaisir, la connaissance. À avoir trop de connaissances et trop de plaisir, on peut devenir vaniteux. Alors, d'accord, très bien, mais bon, on est quand même d'accord que la nature morte n'a pas le monopole de la mort dans l'art. Non mais n'importe Mais non, mais parce que regardez, Lucienne, regardez-moi, si je prends ce portrait, vous avez parlé de portrait, là aussi on exploite très bien la mort. Regardez cette Cléopâtre, elle est complètement théâtralisée cette mort, elle est là, oh, oh, oh. Regardez, alors juste à côté, un autre portrait qui exprime très bien la mort. Oui, vous allez me dire, elle n'est pas en train de mourir. Non mais attendez, vous avez vu la tête qu'elle fait? On a l'impression qu'elle va se foutre une balle. Non, mais d'accord. Je l'arrête tout de suite, vous faites une digression. Nous avons dû revoir les genres principaux de la peinture, mais revenons à notre XVIIe siècle, et je vous rappelle que vous avez une conférence à préparer. Alors, venez avec moi, messieurs, dames, je vais vous installer pour la conférence de Manchester. Je pense que Vous les placez. Venez, mes enfants. Allez. Attendez, il y a des gens qui vous voient. Qui ne voit pas le superbe Venceslas? Alors, levez-vous. Bien. Alors, le XVIIe siècle, c'est celui de... Lucienne, je démarre sur de la tour. Le contexte. D'accord. Le contexte, alors on a déjà parlé. Il faut que je... Ils sont prêts, hein? Vous avez bien fait, oui. D'accord, très bien. Bon, je parle fort. D'accord, très bien. Bon, tout le monde me... Hein? Georges de la Tour. Bien. Georges de la Tour était un peintre du XVIIe siècle. Alors on va pas revenir là-dessus, à vous d'être attentifs et de suivre, n'est-ce pas? On parle de Georges de la Tour, voyez-vous, comme du peintre de la nuit. Oui, je sais, ça lui arrivait de peindre le jour, hein, ce n'est pas la question, d'accord? Moi je parle du peintre de la nuit, oui, la nuit, bien sûr, pour sa personnalité picturale, le contexte dans lequel il a été amené à créer. Qu'est-ce que le contexte? C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On y est. Le contexte de JDLT. Alors, premier point très important, la contre-réforme catholique. Je ne reviens pas dessus, ça a été abordé. Luther, le pape et compagnie, grand 1, contre-réforme. On y est. Et donc, deuxième point qui va expliquer le contexte dans lequel Georges a créé, c'est la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans. Qu'est-ce que la guerre de 30 ans? Qu'est-ce que la guerre de 30 ans? Mes chers amis, voyez-vous, la France va s'opposer au Saint-Empire romain germanique sur fond de querelles religieuses. Qu'est-ce que ça a à voir avec Georges, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple, je vous rappelle quand même que Georges de la Tour est lorrain, d'accord? Et le théâtre de cette fameuse guerre de 30 ans n'est autre que la Lorraine, qui verra sévir conflit avec famine, peste, la Lorraine sera ravagée. Et voilà le contexte dans lequel Georges de la Tour grandit et crée. D'accord? Il nous reste un point à élucider, si vous le voulez bien. Pourquoi la guerre de 30 ans? Je vous écoute. Non, ne racontez pas n'importe quoi. Elle démarre en 1618. Et à votre avis, quand se termine-t-elle? Elle se termine, en 1648. Que s'est-il passé entre les deux? C'est très simple. J'ai un 18, j'ai un 48, j'ai une dizaine, je termine avec 4 dizaines. J'en ai donc rajouté 3, mes chers amis. Et les unités, bien, elles ne bougent pas. On a un 8, on termine avec un 8. C'est un moyen mémotechnique, c'est très simple. Et voilà, maintenant, vous êtes prêts à rencontrer Georges. Il y a encore un élément. Ah bon? Bah oui, mais pourtant c'était très clair. Grand 1 contre réforme, grand 2, guerre de 30 ans. Qu'est-ce que j'ai oublié? Venez. Qu'est-ce que... Oh, bah, allez-y. Suivez-moi. Alors, allez-y, suivez Lucienne, tant pis. Moi, je t'ai perdu. Ça, c'est très important. Nous allons faire une bonne conférence.
C'est pas beaucoup, c'est vos gens, oui, non, mais tout un effort, là, moi, ma différence. C'est pas mal. Moi, ça va pas, je suis pas bien. Non, moi, je suis pas bien, pardon, excusez-moi. Il faut que je me fasse ça. Oh, mais c'est rien, Tristan, ça. Du moment que j'ai pas une pardon. Excusez-moi, mais ça va pas, pardon. Les gens de la tour, efficace. Et puis il y a le loup, et puis j'y arriverai jamais. Le Caravage. Michelangelo Merisi. Caravage. Le Caravage est un peintre italien du XVIe siècle qui meurt au tout début du XVIIe siècle. Le Caravage va donner son nom à un type de peinture, la peinture caravagesque, qui fait partie du mouvement baroque. Non mais c'est simple, regardez. Mon corps, c'est le baroque. Mon bras, c'est la branche, c'est la peinture caravagesque. D'accord? C'est très simple. Vous comprenez? Comment se caractérise la peinture du Caravage? 4 points. Alors oui, je vous entends, il y en a d'autres, mais j'ai fait le choix de synthétiser. Premier point, le thème, le sujet, principalement des scènes de genre. Alors là, je vous écoute, qu'est-ce qu'une scène de genre? Scène de la vie quotidienne. C'est une scène de vie quotidienne, excellent. Deuxième point, l'absence de fond. D'accord? Tout est représenté au premier plan dans les peintures du Caravage. Troisième point, l'homme n'est plus idéalisé. L'homme est représenté tel qu'il est, parfois dans toute sa laideur et sa médiocrité. L'homme est ce qu'il est et cela suffit. Quatrième point, et je dirais à mon sens que c'est vraiment le point le plus fondamental, alors je vais m'asseoir. Le clair-obscur. Qu'est-ce que le clair-obscur? Eh bien, le clair-obscur se caractérise par d'importants contrastes de lumière. Il y a une opposition féroce entre la lumière, les ténèbres, le pur, l'impur, le divin, le terrestre, le bien, le mal, du ciel, Venceslas. Alors là où c'est fondamental, c'est que Georges a été très inspiré par Georges de la Tour. Sur toutes les questions que nous venons d'énoncer, mais notamment sur la question du clair-obscur. C'est ce qu'on appelle la lux occulta. Pour donner de l'intensité à la lumière, on en cache une partie. Et cela nous pousse à nous concentrer sur l'homme et rien d'autre. C'est l'homme dans toute sa vérité qui intéresse notre Georges. Georges a fait de la nuit son royaume. Je crois que maintenant vous êtes prêts à le rencontrer. Allez-y mes enfants, c'est toujours tout droit par là-haut. Nous avons vu 3 éléments. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Le premier, vous êtes conscient que vous avez payé pour ça? Oui, vous êtes conscient? Bon, alors premier élément, je vous écoute. Oui, mais la contre-réforme catholique, excellent. Vous êtes le premier de la classe, vous, non? Oui, ça se voit tout de suite. C'est les petites lunettes. Et le deuxième point maintenant, ne me vexez pas s'il vous plaît. Voilà. La guerre de 30 ans, excellent. Troisième point, c'est ma conférence. Le Caravage, excellent. Deuxième de la classe, vous. C'est ça? Excellent. Bien. Alors, on recule. Contre-réforme catholique. Guerre de 30 ans. Le cas. Le voici.
vous avais prévenu. Nous prenons de la hauteur, les amis. Allez-y. Alors moi je vais m'allonger un peu, pardon, mais je suis crevée. Je suis crevée. Ne pas de la même manière. Vous aussi, cher ami, venez, mon ami. Non, vous n'allez pas apprécier. Est-ce que vous Est-ce que quelqu'un pourrait me tenir mon chapeau, s'il vous plaît? Vous pouvez me tenir mon... Alors, ne faites pas n'importe quoi avec, hein. On ne fait pas n'importe quoi. Je me repose 5 minutes, je suis crevée. Je suis crevée. Je vais passer dans l'objectif. Bon, Venceslas n'est pas là pour faire de la généalogie. Faites attention avec mon chapeau. On fait attention aux œuvres, je rappelle, je touche, je casse, je paye. Bien, alors, sachez qu'il est toujours compliqué de parler de Georges de la Tour, car beaucoup de choses restent encore de l'ordre du mystère. Peu d'archives, peu d'œuvres, pas signées, non datées, perdues, retrouvées. Bon, c'est ce qui en fait un personnage aussi énigmatique et fascinant. Alors, Georges voit le jour en 1593, à Vic. Ici, non mais pas dans le musée, à Vic. Et il fut baptisé le 14 mars 1593. Vous pouvez encore voir ses fonds baptismaux si vous le souhaitez, à l'église paroissiale. Ça n'a rien. Alors, Georges est issu d'une famille de boulangers. Mais bon, c'est quand même une famille qui vit dans un certain confort, hein. On le sait grâce au registre et au parrain Marais. Georges épousera Diane le Maire en 1617. Alors Diane le Maire est noble, mais elle ne transmet pas la noblesse à son époux. Mais Georges est reçu bourgeois à Lunéville. Il s'y installe, jouit de privilèges et devient un peintre renommé. Peintre ordinaire du roi Louis XIII, ça cause quand même, non? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le bonheur qu'il procure aujourd'hui? Alors autant Georges de la Tour et son œuvre sont admirés aujourd'hui, mais ils furent oubliés pendant des siècles. Et la redécouverte de Georges de la Tour, me semble-t-il, est une histoire absolument fascinante. D'accord? Qui mériterait une conférence, c'est vrai. Mais cette fois, je ne m'y aventurerai pas. Je peux savoir pourquoi? Mais non, parce que c'est toujours... Non, non, stop. Mais Ne me retenez pas. Venceslas. Ne me Non, Venceslas. On me demande c'est la dernière visite que je fais avec vous, on est d'accord, hein, si vous ne venez pas. On me demande toujours le contexte, je ne peux jamais reprendre du point de départ. Oui, Je suis désolé, pour comprendre le 17e, jamais avec ça. C'est pas la... Vous pouvez me dire ce que Vercingétorix a à voir avec Georges de la Tour, Venceslas? Non, vous venez ici tout de suite. Venceslas, c'est la dernière visite, je vous préviens, vous venez. Venceslas. Alors, vous venez, et moi je vais me calmer. On y va, allez. C'est la dernière fois, hein, je vous préviens. Vous croyez où, là? À partir du XVIIIe siècle, notamment par un moine bénédictin du nom de Don Calmet. Et puis, ce sera Alexandre de Chemin. Est un conservateur à Lunéville. Il aime le patrimoine du Lunévillois. Et il entend parler d'un artiste. Alors il se lance à sa recherche. Pas bien, monsieur. Formidable.
Entrez. Il faudra pourtant attendre 1915. Et un historien du nom d'Hermann Voss, qui était plutôt sceptique d'ailleurs au départ, pour faire le lien entre l'homme et son œuvre. Eh oui. Et donc à partir de là, une exposition en 1934 à l'Orangerie à Paris qui avait pour thème les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle, puis une exposition consacrée à l'homme en 1972, consacreront définitivement l'homme et son œuvre, et il aura le succès universel que vous lui connaissez. Lucienne, je ne suis plus vexé. Vous pouvez venir. Je dois dire que vous avez pas. Venez. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez remarqué, on adore les escaliers. Et un petit peu monomaniaque. S'asseoir. Pardon. Excusez-moi, il faudrait que je passe quand même, parce que... Approchez-vous, approchez encore. Là, partez de là, c'est parfait. Bien. Les enfants, est-ce que tout va bien? Vous comprenez? Tout le monde va pas vous expliquer le soir, sinon, enfin, comme si vous avez compris, hein. Ça, c'est encore autre chose. Bien, nous avons vu les fondamentaux que nous devions voir. La contre-réforme catholique, la guerre de 30 ans, Caravage, effleurer Georges de la Tour. Nous devons maintenant voir les fondamentaux qui feront de vous, ou pas, un bon visiteur de musée. Bien. L'intelligence, mes amis. Oui, l'intelligence. Ayez toujours l'air intelligent, même si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'air. La posture. La posture, mais oui. On fait le torse, on est ancré. Le langage, le vocabulaire, la syntaxe. Alors oui, on peut utiliser uniquement des adjectifs qualificatifs. Mais quand on est au musée, on en profite pour sortir tous les bons mots qu'on connaît, hein, on déballe. Ben oui, c'est la plus simple. Les vêtements, peut-être. Évidemment, on s'habille comme un dimanche, ça tombe bien les dimanches. Bon, à part pour vous, madame, hein, mais désolée, hein. La familiarité avec l'artiste. Alors oui, la familiarité, un exemple. Bonjour Lucienne, comment allez-vous? Mais écoutez fort bien, Venceslas. Que faites-vous là? Eh bien écoutez, je me promène dans une exposition de la Tour. Oh oui, Georges. Eh oui, c'est la grande famille. Je terminerai par le silence. Oui, alors un musée, c'est comme un cimetière ou une morgue. On se tait. Bien. Nous allons mettre maintenant ces fondamentaux en pratique. Vous serez dans le rôle de l'œuvre d'art. On ne se met jamais à la place de ce que l'œuvre voit. Vous aurez donc ce privilège. L'origine du monde de Courbet, ça vous parle? Non, je vous regarderai ce soir. Ça vous plaît, chef? Mais oui, c'est du pointillisme du XVIIe siècle, ça. Oui. Et vous pouvez me donner 3 mots, peut-être, qui caractériseraient ce que vous voyez? Écoutez, absolument, écoutez, je crois qu'on peut le dire, me semble-t-il, c'est extraordinaire, c'est truculent, c'est avant-gardiste, cet homme était en avance sur son temps. Mais vous n'avez pas de programme? Mais non, voyons, le programme, je n'en ai pas besoin, je sais tout. Le programme, je le récupère à la fin pour les enfants. Vous êtes bien habillé, en tout cas. Mais oui, c'est normal, écoutez, on ne va pas au musée après avoir tondu la pelouse. En tout cas, c'est pas très populaire, vous savez comment. Oh, populaire, vous savez, le peuple. Hein. Oh, le mouvement.
Installez-vous. Oui. Saint Jean-Baptiste dans le désert. Regardez la lumière. Regardez la lumière. Elle arrive de l'angle haut à gauche. Elle s'arrête sur l'épaule de Jean-Baptiste. Nous devrions peut-être leur dire qui est Jean-Baptiste. Oui, alors, pas Jean-Baptiste, hein, évidemment. Baptiste, baptise, celui qui baptise, c'est lui qui baptise les premiers chrétiens. Et aussi son cousin, le Christ, dans le fleuve Jourdain. Alors, il s'agit d'un saint martyr. Oui, c'est un saint martyr. Nous allons y venir, mais dites plutôt Jean-Baptiste. Martyr, bon, ça veut dire qu'il a des morts atroces, ça c'est clair. Deux versions. Moi, je ne connais plus. Alors racontez celle que vous connaissez, je raconterai l'autre après. Bon. Jean-Baptiste était un prédicateur, voyez-vous, et sa prêche va fortement hériter le roi de Judée de l'époque, le roi Hérode. D'accord ? Fortement irrité par la prêche de Judée, il le fait arrêter et à ce moment-là, décapité. Alors, même si on parlera plutôt de décollation, on lui décolle la tête. Vous voyez, c'est très facile à retenir, c'est un moyen mnémotechnique, on décolle. D'accord, et la deuxième version Alors, la deuxième, moi je la préfère. Donc, il y a Hérode, le roi de Judée, qui va épouser sa nièce. Alors, sans commentaire, c'est clair. Sauf que Jean-Baptiste, il n'est pas du tout d'accord avec ça, évidemment. Et il le dit. Donc, comme il le dit, eh ben, ça dérange. Donc, comme ça dérange, eh ben, on l'emprisonne et après, hop là, la tête sur en plein temps. Mais alors, comment on le reconnaît? Parce que ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, les saints sont toujours représentés avec des attributs, des symboles. Regardez, Venceslas, par exemple, on va faire un petit jeu. Quels sont ces symboles, ces attributs? La plume. La plume, excellent. Et peut-être même le chapeau, quoi d'autre? Mon précieux. Oui, le précieux, la montre à pouce, et moi. Le chapeau. Habilitant. Oui. Bon alors. Ils sont les attributs. Alors sachez quand même qu'au XVIIe siècle, il est très fréquent de représenter les saints avec le symbole de leur martyr, en fait. Et si vous regardez sur cette œuvre somptueuse au niveau du cou, on peut voir un trait noir du genou. C'est parce qu'il a été, comme on dit, et on parle de décollation. Décollation, parce qu'on dit décolle. Alors il y en a d'autres, non? Peut-être la croix? Alors la croix, parce que c'est un prophète, évidemment. Et puis l'agneau. L'homme. Alors dites-moi quand même, Lucienne, parce que vous savez bien comment il est arrivé ici? Alors ça, c'est toute une histoire. Alors, en fait, on est dans les années 1990 à Paris. Paris, tout le monde situe Paris? Oui, Paris, la capitale. Et il y a à Paris un endroit qui s'appelle les Galeries Drouot. Et les Galeries Drouot, ce sont des salles d'enchères. Ils vendent des objets, des œuvres d'art, etc. Et il y a un homme qui s'appelle Pierre Rosenberg, donc mon ex-futur collègue, qui était conservateur au Louvre. Et qui voit passer cette œuvre-là. Mais comme une œuvre lambda, hein, comme Madame Dupont qui pourrait peindre des dauphins ou un bouquet de fleurs. Sauf qu'au moment où il la voit, il se dit « Oh, ça, mes petits gars, c'est du genre de jeu. » Ceci sera confirmé par une équipe de scientifiques. Je vous passe les péripéties, mais le tableau sera acquis par le département de la Moselle en décembre 1994. Et le musée dans lequel nous nous trouvons a été construit autour. Grâce aux donations des frères Cuillier dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez, ma petite? D'accord, donc le musée est construit autour de cette œuvre-là de Latteau, mais vous êtes quand même consciente, Lucienne, qu'il y en a un deuxième, là, juste derrière. Oui, mais c'est un fragment, ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse qu'aux œuvres complètes. D'accord, bon. C'est bien dommage. Saint Jean-Baptiste dans le livre. Parce que du coup, si ça vous intéresse pas qu'il y en a un deuxième, ça sert à rien que je vous dise qu'effectivement, il y a bien un deuxième. Oui, un deuxième, où ça? Oui, un deuxième. Oui, un deuxième. Non, mais pas par là. Oui, un deuxième. On va venir, on va essayer. Lucienne, s'il vous plaît, mais attends.
Allez-y, vous pouvez vous asseoir. Encore. Tous les personnages qu'a peint Georges de la Tour sont immobiles, divisés entre la nuit où ils s'élèvent et la lueur qui les éclaire en partie. Ils se taisent devant leur propre histoire, comme nous nous taisons devant notre propre vie. Ils ne s'adressent pas à ceux qui les voient, ils ne se mêlent pas à notre vie. La lueur permet de les surprendre dans l'extase, la stupeur, l'insomnie ou la fatigue, en train d'écraser une puce ou un pou avec leur ongle. Comme dans toute œuvre de la Tour, les personnages sont plongés dans l'obscurité. Il fait peut-être nuit, peut-être pas, on ne sait pas. Un enfant porte une bougie et il éclaire le travail d'un vieil homme. Celui-ci perce un trou dans une poutre à l'aide d'une tarière. Il s'agit de Joseph, Saint Joseph, qui était charpentier. Il apparaît dans l'ombre, dans la partie obscure. L'enfant, lui, est assis, et il est dans la partie claire, l'ensemble formant le clair-obscur. Regardez, regardez, regardez à quel point le visage de l'enfant est lumineux, tellement lumineux que c'est lui qui éclaire le reste de la scène. Ce n'est pas la bougie qui éclaire l'œuvre, non, c'est le visage de l'enfant. Et ça lui donne un côté surnaturel. C'est normal. Il s'agit de l'enfant Jésus. C'est lui qui éclaire la scène. Et dans la Bible, c'est lui qui éclaire le monde. Le vieil homme Joseph est son père adoptif. Nous avons donc là une scène intime entre un père et son fils. Atmosphère intime, immobile, suspendue. Les deux sont dans leur pensée. Alors certains pensent que la poutre travaillée par Joseph préfigure la croix qui servira à la crucifixion du Christ. C'est ce qui donne toute sa gravité à l'œuvre. L'histoire de la redécouverte de ce tableau nous révèle un voyage. Un voyage qui commence au XVIIe siècle. Un siècle au cours duquel un homme s'est mis à peindre d'autres hommes. Georges de la Tour. La poursuite du voyage est due à la sensibilité et la bienveillance d'un homme en particulier. Percy-More Turner, marchand et galeriste d'art anglais au XXe siècle. La redécouverte du tableau passe par un homme en particulier. Paul Jameau, ancien conservateur du Louvre. Et puis c'est cette redécouverte qui va permettre au chef-d'œuvre d'être à nouveau admiré par les hommes. Au musée du Louvre et aussi ici, pour vous, ce soir. Par d'autres hommes. Finalement, tout ceci n'est qu'une histoire d'humanité. Rien d'autre? Rien d'autre. Voilà notre balade à travers l'ombre, la lumière, les tourments, les martyrs, les saints humanisés, les corps frêles, vierges à moitié nus, intacts, innocents ou meurtris.
la crasse, le labeur, la vanité et tout ce qui fait que l'homme est un homme est fini. Nous devons vous guider vers les mains de celui qui a su figer toute cette humanité, sur quelques petits centimètres carrés, à la lueur de flammes vacillantes. De tout petit rien, pourrions-nous croire. Des carrés de couleurs mélangées, des petits bouts du temps jadis. De vieilles choses, sans importance, à oublier. Alors si d'autres et nous n'avions pas fait cela, si on n'avait pas pris le temps, eh bien peut-être qu'il ne resterait de ses mains juste de l'oubli. Dans quelques instants, vous retournerez dans les rues, à vos vies, et nous, on trouvera d'autres histoires à raconter, c'est sûr. Alors, juste avant, lui aussi, de partir vers d'autres horizons, un petit homme a entendu ces quelques mots de la bouche de son grand-père, Antonio de Vinci. Polocchio, ouvre l'œil, et plus rien ne fut jamais comme avant. Merci beaucoup. Allez, c'est